Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Georges-Henri Soutou, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et grand spécialiste de la guerre froide. On vous doit notamment La guerre de 50 ans, paru en 2001, il y a déjà plus de 20 ans chez Fayard, et plus récemment La guerre froide de la France, paru chez Talandier. Et c'est dans cette même maison d'édition que vous faites paraître un livre absolument remarquable, intitulé La grande rupture 1989-2024, ou comment les espoirs de rapprochement entre la Russie post-soviétique et l'Occident progressivement été déçus pour faire place à un affrontement et donc à la grande rupture actuelle. C'est un honneur de vous recevoir ici. Avec votre regard d'historien, Georges-Henri Soutou, considérez-vous que cette grande rupture n'était pas inéluctable ? Ça, c'est une excellente question. Il est un peu trop tôt pour répondre comme historien, si vous voulez, parce que nous manquons d'éléments essentiels pour répondre à votre question. Pour résumer la question, alors du côté occidental, on connaît assez le processus, ses raisons, ses motivations. Il aurait pu être d'un côté, sur le plan des relations politiques et économique avec la Russie, beaucoup plus prudent et réfléchi. D'autre part, il était un peu contradictoire, en particulier pour les Européens, de se désarmer très largement après la fin de la guerre froide, c'était les dividendes de la paix, et puis après ça, de commencer à les chatouiller, la Russie, dans des zones sensibles. Les deux ne sont pas totalement cohérents. Mais du côté russe, alors, très grande question est la suivante, et là, l'historien que je suis, il y a besoin quand même d'archives, ne peut pas encore répondre. Je ne sais pas si mes successeurs un jour pourront répondre. Est-ce que Moscou, en général, et Poutine en particulier, ont simplement répondu progressivement à partir de 1999 aux crises successives et aux réactions pas toujours habiles, parfois provocantes ou gênantes pour Moscou des Occidentaux, en particulier des Américains, ou alors est-ce qu'en arrivant au pouvoir en 1999, ce qu'on ne peut pas exclure a priori, le président Poutine n'avait pas déjà en tête tout le plan dans l'étape finale, ou à peu près finale ou avant-dernière, en tout cas c'est février 2022. D'après le récit que j'ai essayé de faire pour les lecteurs, il y a des éléments des deux côtés. On peut exclure a priori aucune des deux hypothèses, simple réactivité russe ou volonté stratégique dès 1999 d'en arriver là où nous en sommes. Mais pour pouvoir aller plus loin, il faudrait avoir accès au processus de décision de Moscou qui est très fermé, encore plus que du temps de l'Union soviétique dans ces dernières années. Mes rapports avec le Kremlin ne sont pas suffisamment étroits pour que je puisse là vous apporter une réponse crédible. Il faudra attendre. Patience. Donc on va retracer avec vous, Georges-Henri Soutou, les grandes étapes de ces 35 ans d'histoire. Mais avant cela, arrêtons-nous quelques instants, si vous le permettez, sur l'actualité la plus récente. Dans quelle mesure l'élection de Donald Trump aux États-Unis pourrait-elle permettre, selon vous, de faire redescendre la température entre la Russie et les Occidentaux? Bon, alors d'abord, première remarque, il ne faut pas, en ce qui concerne les États-Unis, tout focaliser sur la personnalité qui occupe la présidence. Parce que les États-Unis sont une machine très lourde, très complexe, et pour les grandes options, je dis les grandes options politiques extérieures, c'est ce que j'appellerais l'establishment, qui quand même donne le là, qui est formé aussi bien des milieux de l'économie et de la finance, pas oublier, les grandes universités avec leurs centres de recherche, les milieux officiels, y compris les services secrets, les armées, 3 400 000 personnels en uniforme ou en civil, c'est énorme. Bon. Et là, il y a des vitesses acquises, il y a des visions qui ne changent pas au rythme des élections présidentielles. C'est sa première remarque. Deuxième remarque, on peut penser, mais là je m'avance, on peut penser que Trump, d'après l'expérience de sa première présidence, avec toutes ces foucades, serrera peut-être davantage les problèmes du point de vue de Washington, sans trop se préoccuper du point de vue des Européens entre nous. Il y a 3 problèmes majeurs qui confrontent les États-Unis aujourd'hui sur le plan mondial. Le problème numéro 1 pour les États-Unis depuis le début des années 2000, c'est la Chine.
à tort ou à raison. Enfin, le fameux pivot vers l'Asie. Non, mais qui commence avant même que le terme de pivot ait été lancé par Hillary Clinton dans un article de 2009, je me souviens bien, ou 2010. Bon, ça commence dès le début des années 2000, c'est de façon extrêmement nette. Est-ce judicieux du point de vue américain ou pas, j'en sais rien, mais ça c'est une constante. Et sur ce point, républicains et démocrates, sauf exception, sont d'accord. Les milieux de l'économie, des services de renseignement, etc., sont d'accord. Il y a large consensus, disons. L'autre problème, c'est celui du Moyen-Orient. Je pense que la politique américaine connaîtra peut-être des nuances par rapport à celle de Joe Biden, mais dans les deux cas, Washington ne laissera pas tomber Israël, et dans les deux cas, Washington sera hors d'état de se désintéresser du Moyen-Orient, même si par hasard il le souhaitait, ce qui n'est pas le cas. C'est pas possible, simplement pas possible. Bon, simplement, il pourra y avoir des vues peut-être plus strictement réalistes, mais il est trop tôt pour se prononcer là-dessus, ce qui sera probablement, sur ce point je vais terminer là, ce sera probablement suivi avec le plus d'attention par nous et l'équipe. C'est ce qui me semble être, au moins dans les discours, un certain rapprochement, enfin, en guillemets, tout récent entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça, c'est à mes yeux de non-spécialistes du Moyen-Orient, enfin quand même qui suit les choses un peu. Après le rétablissement de leurs relations diplomatiques, il y a à peu près 1 an et demi. Oui, mais là, la dernière réunion, je ne sais plus laquelle, il y a eu un pas de plus qui, moi, m'interpelle beaucoup. Et ça, je pense que les spécialistes américains vont suivre ça de très près. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un changement fondamental. Et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est l'objet précis de notre entretien, à mon avis, la position américaine ne sera pas fondamentalement différente de celle déjà de Joe Biden. Je vous rappelle que malgré le discours parfois très agressif de Biden à l'égard de Moscou, les Américains n'ont rien fait d'irrémédiable dans leur rapport avec Moscou. Ils ont toujours freiné l'aide militaire jusqu'au point où elle aurait risqué vraiment de permettre aux Ukrainiens de frapper en profondeur le territoire russe. Rien n'empêche Russes et Américains de se remettre à discuter du jour au lendemain. Jusqu'à maintenant, rien d'irréparable n'a été fait, ce qui fait que Trump va trouver là un dossier qui est très, très ouvert. Et à mon avis, mon sentiment, comment dire en anglais, my hunch, n'est-ce pas, c'est que il va essayer de geler la situation en laissant les Européens garder une ligne de front qui sera un peu un conflit gelé, si vous voulez, comme la Corée après 53, grosso modo, et en laissant également aux Européens la joie de repayer la reconstruction de l'Ukraine, d'intégrer éventuellement l'Ukraine dans l'Union européenne. Je souhaite à Bruxelles bien du plaisir, c'est une tâche compliquée, et l'Américain se désintéressant de l'intendance très largement. J'aurais tendance à prédire. C'est la différence peut-être avec Joe Biden, qui était peut-être là plus réservé, entre guillemets moins cynique. Et encore, je suis prudent. Vous faisiez référence à l'instant à la guerre de Corée. À ce propos, comment est-ce que vous recevez l'envoi de troupes nord-coréennes aux côtés de l'armée russe ? C'est le dernier signe le plus remarquable de l'internationalisation de ce conflit ? Alors, d'un côté, c'est un message fort qui est donné très exactement dans ce sens par les Russes. Nous ne sommes pas seuls. Bien. Alors, est-ce que cet envoi fait absolument plaisir à Pékin ? Ça, c'est une question que les spécialistes discutent, pas moyen de savoir. Il y avait déjà des échanges sur le plan militaire sous forme de composants d'armement, etc. Bon, d'après ce que me disent les spécialistes du conflit, qui le suivent avec plus de connaissances techniques que moi, les Coréens apporteront surtout un message politique. Celui que je vous disais, pour les Russes, nous ne sommes pas seuls. Premier message. Sur le plan opérationnel, je suis beaucoup plus sceptique. Les Russes ont par eux-mêmes les moyens, on le voit en ce moment, de réaliser lentement, brutalement, enfin quand même de façon progressivement irrémédiable, des avancées. D'autre part, il y a un autre message qui est envoyé, il est peut-être plus subtil, c'est la pratique de l'eurasisme. Et j'avais du mal à penser au début de l'ère Poutine qu'il se rallierait vraiment à cette
théorie eurasienne qui lui préexiste largement. Certains experts disaient il va se rallier à ça, son idéologie. La Russie n'est pas européenne, elle est eurasienne. J'avais du mal à le penser, mais maintenant je suis obligé de dire que beaucoup de signes, y compris celui-là, vont dans ce sens. Et un autre signe, là c'est peut-être plus pour un universitaire, les très rares contacts que nous avons avec nos collègues russes, puisque maintenant ils sont pratiquement coupés, ils sont accidentels. Depuis quelques semaines, il n'y en a plus du tout, à ma connaissance, entre Français en tout cas et Russes. Il n'y en a plus. Le dernier contact que nous avons reçu indirectement, c'était qu'on disait à mes collègues russes, c'est-à-dire l'Académie des sciences, le MGIMO, c'est la science po locale, si vous voulez. En gros, n'étudiez plus l'Europe, étudiez le Sud-Est, c'est-à-dire très exactement l'application dans le domaine scientifique de la théorie eurasienne. Alors pour quelqu'un de ma génération, de ma spécialité, c'était inouï. Tout le discours de nos collègues russes, dans tous les colloques, dès qu'on a repris des colloques, avant même la fin de la guerre froide, des milieux des années 80, il y avait des colloques sérieux. C'était, mais nous sommes Européens, nous sommes Européens, ne dites pas que nous ne sommes pas Européens, nous sommes Européens, même si on n'est pas d'accord, nous sommes quand même Européens. Et là, c'est exactement l'inverse d'un seul coup. C'est ça qui, moi, me frappe le plus et risque d'avoir le plus de conséquences à terme. Je vais répondre mon mieux à votre question. Dans le livre La Grande Rupture, vous revenez, Georges-Henri Soutou, sur les conditions d'accession au pouvoir de Vladimir Poutine en 1999. Comment Poutine perçoit-il aujourd'hui l'Occident ? Écoutez, je crois qu'il s'en cache pas, il le dit. Je pense qu'on peut le voir assez bien par les interviews que le YouTube reproduit, et même des personnes, disons, qui ont pu le voir à un niveau, disons, suffisant de représentativité pour avoir quand même... il est de plus en plus méprisant à l'égard de l'Occident sur les thèmes habituels de la décadence morale, enfin bref. Mais il y a même sur le plan, disons, plus technique, de l'adéquation des principes de moyens, aux principes de politique extérieure. C'est l'adéquation qui actuellement n'est pas présente. On n'a pas les moyens des politiques que nous préconisons, en tout cas pour le moment, et d'autre part très critique également de notre politique économique, y compris, peut-être surtout même ces aspects financiers, bancaires, système monétaire, etc. Donc c'est une critique globale de l'Occident. Critique globale de l'Occident, disons aussi brutale et radicale que celle de l'époque soviétique, mais moins construite intellectuellement. C'est un rejet. On ne voit pas très bien comment discuter. Avec les soviétiques, les responsables qui pouvaient s'exprimer un peu, y compris dans mon domaine plus scientifique, au départ, on n'était pas d'accord. À partir des années 70, si vous voulez, on n'était pas d'accord jamais au départ. Puis on discutait, puis en discutant, on se rendait compte que quand même, le gorbatchevisme commençait à pointer son oreille dès le début des années 70 dans les milieux intellectuels et scientifiques russes. Donc, c'était capable d'élaborer davantage leur doctrine marxiste. Le marxisme, une philosophie assez souple finalement, vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Bon, ils étaient capables d'évoluer et de s'écarter de la doxa stalinienne très largement. Et on pouvait fonctionner, suffisamment pour conclure les accords d'Helsinki en 1975, par exemple, qui n'ont pas été un bout de papier. Ça a constitué un cadre, avec beaucoup d'arrière-pensée, évidemment, de part et d'autre, mais qui a quand même permis de faciliter, ce n'était pas l'idée des Russes au départ, mais de fait, ça a permis de faciliter le processus conduisant à l'accompagnement du déclin de l'Empire soviétique et puis la réunification allemande et la sortie de la guerre froide. Malgré tout, on pouvait discuter encore de façon rationnelle, sans être d'accord. Une chose est d'être d'accord, une autre est de discuter au moins rationnellement. Bon, actuellement, personnellement, je suis incapable, je serais, plus de contact scientifique, mais je serais incapable de mener une discussion rationnelle
avec les dirigeants russes. Mais est-ce que la Russie de Poutine propose un contre-modèle ? Oui, tout à fait, oui. Alors, à mon avis, il se tire une balle dans le pied, parce que, le contre-modèle, il est à peu près celui que l'on retrouve dans les discours qui entourent les réunions des BRICS, hein, c'est-à-dire un autre type de relation internationale, entre guillemets, multilatérale, sans utiliser de façon unilatérale les règles du droit international imposées par Washington, critique là d'ailleurs elle peut porter, hein, parce que dans certains cas les Américains pratiquent aussi un unilatéralisme habillé de tout ce que vous voulez comme bon sentiment, mais qui est quand même très unilatéral. Et d'autre part, il y a des points très précis. Il y a des domaines plus abstraits comme l'évolution des mœurs, etc. Enfin, ça, écoutez, Mais sur le plan, disons, des rapports économiques du système monétaire international. Le système monétaire international, personne, parmi les gens sérieux, ne croit vraiment en Occident que Pékin pourrait fonder un système monétaire rival de celui du FMI, du dollar, etc. C'est possible, c'est pas mon domaine, mais je suis quand même moins sûr, parce que les BRICS représentent quand même maintenant à peu près 35% du PIB mondial. Ils sont nombreux, répartis géographiquement. Je conseillerais de faire attention, je conseillerais aux Occidentaux de faire attention, de ne pas prendre là ces projets poutino-chinois, même si les Chinois en bénéficieraient beaucoup plus que la Russie, pour des raisons évidentes d'équilibre ou de déséquilibre plutôt entre les deux pays, je conseillerais quand même aux Occidentaux d'étudier ça avec plus d'attention qu'ils ne le font peut-être. Voilà. Mais là, nous ne sommes pas nombreux de cet avis, je dis tout de suite. Georges-Henri Souto, repartons maintenant pour le début des années 90. Quelle a été la position des responsables occidentaux face à l'effondrement de l'URSS ? La première position, partagée aussi bien par... les Allemands étaient dans une situation très particulière parce que ils voulaient que ça se passe bien. Il n'y avait pas d'histoire. Ça on peut le comprendre. Les Américains, les Français et les Britanniques, les Italiens également, estimait que la fin du communisme, c'était énorme, que la fin de la présence soviétique en Allemagne et en Europe de l'Est, c'était déjà un immense succès, que le reste, entre guillemets, de l'Union soviétique, y compris l'Ukraine. On va y revenir. Après tout, c'était pas... s'il restait avec les Russes, on n'avait pas gêné ça. Il y avait en plus, d'ailleurs, le président américain Bush, le père, a dit à Kiev très clairement au printemps 91, et François Mitterrand a dit la même chose quelques semaines après. Il a dit aux Ukrainiens qui n'étaient pas ravis, restez avec Moscou. Parce que la crainte était double. D'une part, une décomposition explosive de l'Union soviétique, comme on était en train d'en vivre une en Yougoslavie. Les gens font un rapport entre les deux. Et d'autre part, il y avait la question très importante des armes nucléaires. Parce que l'Ukraine détenait un stock considérable, c'était sur son territoire, d'armes nucléaires. Et le premier souci, c'était d'arriver à rassembler tout ça en des mains aussi capables d'empêcher leur mauvaise utilisation que possible. Donc des mains russes, forcément. Au départ, l'exception, c'est les pays baltes. Alors là, les pays baltes, le soulèvement des pays baltes a commencé avant même la fin de l'URSS des 90, de façon très, très brutale. Il y a eu une réaction russe très brutale. Et ça, il y avait, un avis général, les pays baltes, c'est particulier. Les États-Unis n'avaient jamais reconnu l'annexion des pays baltes par l'Union soviétique en 1940, et de nouveau en 1945, jamais, il n'avait jamais reconnu. Les cartes américaines de l'époque, jusqu'à la fin de la guerre froide, portaient toujours une mention, quand il y avait la carte de l'Union soviétique, les États-Unis ne reconnaissent pas l'annexion des pays baltes. C'est toujours rappelé. Donc là, les Occidentaux étaient cohérents avec eux-mêmes, mais le cas ukrainien était tout à fait différent. Ça n'a évolué que par la suite et progressivement. Voilà. Mais au départ, pour répondre à votre question, la dislocation de l'URSS, même si elle changeait de régime, ce n'était pas l'objectif. Quelle place l'administration américaine de George Bush père, à l'époque, entendait-elle accorder à la Russie dans le nouvel ordre mondial qu'elle espérait voir émerger après la chute du mur de Berlin ?
Alors, officiellement, évidemment, une place égale, bien sûr. Enfin bon, comme tous les membres de ce système, du New World Order, d'un nouvel ordre mondial, fondé sur des règles, sur le multilatéralisme, sur l'adoption universelle de la démocratie libérale, puisqu'on pensait que la démocratie socialiste, entre guillemets, c'était le terme officiel des soviétiques, était maintenant dans les oubliettes, n'est-ce pas? Donc, officiellement, une place d'égalité. Dans la pratique, les États-Unis étaient quand même les leaders de cet ensemble, mais enfin, la Russie aurait eu une place dans l'esprit des gens à l'époque, disons sans mesure de containment ou de restriction particulière. Je signale quand même un point important, parce que les Occidentaux ont financé quand même jusqu'à 40 milliards de dollars de prêts la transformation de l'économie soviétique en économie russe. Des dépenses considérables. Que ça a été fait judicieusement, ça c'est autre chose. Mais il y a eu quand même 40 milliards de prêts du FMI, sans les conditions habituelles. Il n'y a pas eu le contrôle qu'on a imposé plus tard à la Grèce quand elle était absolument. Donc, d'une certaine façon, la Russie n'a pas été si maltraitée que ça sur ce plan-là. Elle a été peut-être moins bien traitée sur deux autres plans. La question de l'élargissement de l'OTAN, enfin ça vous voyez peut-être y revenir dans un instant. Non, mais elle a peut-être été moins bien traitée dans la mesure où les Occidentaux et les organismes économiques occidentaux, occidentaux influencés par l'Occident ou occidentaux, je pense au FMI, je pense pour l'Europe à la BERD, la Banque pour la reconstruction européenne, pour la reconstruction et le développement, qui a joué un grand rôle à l'époque, et ils n'ont pas ils n'ont pas suffisamment veillé aux spécificités de l'économie russe. Et ils ont eu tendance, ils n'ont pas eu tendance, ils ont dit aux Russes, privatiser, c'est la loi et les prophètes, si vous passez cette expression. Et sa chose, c'est que ça a été privatisé comment? On a distribué aux citoyens russes des actions qui étaient censées représenter la valeur de ces entreprises. Comme les Russes, c'était rien pour chacun individu, c'était pas grand-chose. Comme les Russes avaient besoin d'argent, les anciens directeurs des usines concernées les ont rachetés, ils sont devenus oligarques. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été bien compris, ni perçu, ni surtout empêché par les responsables occidentaux. Et il y avait une possibilité alternative, c'était d'encourager les Gorbatcheviens qui avaient entouré Gorbatchev, qui l'avaient conseillé, dont certains sont connus, ils ont écrit des livres, on les connaît, et qui conseillaient, une privatisation beaucoup plus prudente, qui n'aurait pas été une privatisation sauvage, mais en fait transformation d'usines en véritable société d'État. Parce que je répète, c'était des usines qui avaient leur personnel, des fermes pour nourrir leur personnel, qui vivaient en vase clos dans la toundra quelque part. C'était pas ce que nous appelons, nous, une société industrielle. Quelle qu'en soit ensuite la propriété publique ou privée. Et là, il y avait toute une série de possibilités de développement plus ordonnées, avec des propositions qui existaient, qui n'ont pas été suivies. Il était plus simple de privatiser à la Far West, si vous voulez. Voilà. Vous le disiez il y a quelques instants, l'une des premières questions les plus sensibles qui va se poser aux acteurs en place alors concerne le statut de l'Ukraine, sa souveraineté, ses frontières, l'avenir des armes stockées sur son territoire. Que prévoyait le mémorandum de Budapest de décembre 1994 ? Vous précisez que ce mémorandum ne garantissait absolument pas les frontières ukrainiennes contre une invasion russe. Les frontières ukrainiennes, elles sont garanties par l'ONU. C'est comme n'importe quel pays. Enfin, l'ONU donne le droit de se défendre, mais ce n'était pas une garantie spécifique, encore moins une alliance. C'était une garantie nucléaire, puisqu'on demandait à l'Ukraine de céder ses armes nucléaires, il fallait restituer à la Russie. Il restitue à la Russie, et en échange, parce que, évidemment, c'était une garantie contre une éventuelle menace nucléaire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, on va parfois
trop vite. Une fois de plus, c'était pas du tout inutile. À l'époque, nous sommes en 94, si je me souviens bien, personne en Occident n'imaginait la situation actuelle. Et même si on l'avait imaginé, on aurait été prêt à garantir des frontières, pardonnez-moi, l'histoire des frontières entre l'Ukraine et la Russie, c'est une histoire particulièrement complexe, mais qui ne se ressemble en rien aux frontières en Europe occidentale. C'est tout à fait différent. Même si, une fois de plus, l'appartenance à l'ONU, je rappelle un point important, parfois on oublie, Staline avait exigé en 1945, pour accepter le système de l'ONU, que la Biélorussie et l'Ukraine y figurent comme membres en tant que tels, Oui. en plus de l'Union soviétique. Donc l'Ukraine faisait déjà partie de l'ONU depuis 1945. C'est un point à retenir. Sur le plan du droit international, c'est ce que c'est. Enfin, quand même, c'était déjà ça. C'était ça la garantie juridique essentielle. Et quand on dit encore aujourd'hui que l'Ukraine a le droit de défendre ses frontières, sur ce plan juridique, c'est incontestable. Sur le plan politique, la Crimée s'est retrouvée intégrée à l'Ukraine en 1954 par une décision de Khrouchtchev à l'occasion, je ne sais plus quel centenaire, mais à l'époque ça n'avait pas d'importance. De toute façon, ces républiques étaient des entités un peu nébuleuses. Ce qui comptait, c'était le parti, même pas Moscou, mais le parti. À partir du moment où le parti tenait tout, savoir si la Crimée dépendait de l'Ukraine ou de la Russie, un peu secondaire. Évidemment, maintenant, c'est tout à fait différent. Voilà. Mais les engagements de 1994, il ne faut pas les comprendre comme on le fait, les garanties de l'ONU jusqu'à maintenant, pardonnez-moi, de l'Ukraine jusqu'à maintenant, elles relèvent des garanties normales de l'ONU. Il nous reste 4 minutes, on a énormément de choses à voir qu'on ne pourra pas voir. Bon, mais ce n'est pas grave, je voudrais qu'on vienne sur notamment une autre promesse que la lecture de votre livre nous invite à nuancer, c'est celle de l'élargissement ou de l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est qui aurait été faite à Moscou. Quelle a été la position de l'administration Bush puis celle de Clinton ? Alors au départ, l'administration Bush promet, comme l'administration britannique, que l'OTAN ne sera pas élargie de façon verbale. Alors ça, c'est incontestable. On a les mémoires des diplomates en question. Notamment Baker, le secrétaire d'État Baker. Baker, absolument. Au départ, verbalement, ça a été dit. Bon, on ne pouvait pas aller au-delà pour des raisons juridiques. On ne peut pas écrire des choses qui sont purement hypothétiques dans ce domaine. Ça a commencé à changer très exactement. Je ne dis pas que certains Américains n'y pensaient pas déjà, mais enfin, ça a changé officiellement en 1994, quand le président Clinton, ayant une élection midterm, une élection intermédiaire, assez difficile en vue, a voulu séduire l'électorat d'origine directement ou indirectement d'Europe ex-Est, n'est-ce pas, et a annoncé qu'il allait promouvoir l'élargissement de l'OTAN. Ça a été, pour les Russes, une rupture du contrat. Si vous rappelez que George Kennan s'y était opposé à l'époque. Mais absolument. Il avait même écrit un article, je le vois encore, on apparaissait encore dans certaines émissions, je me souviens parfaitement, vous avez tout à fait raison. La poursuite, plus tard, je souhaite quelques années, l'extension de l'OTAN va s'avérer encore plus délicate à partir de 2004 et plus encore avec la volonté américaine d'ouvrir le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Ukraine et à la Géorgie. On est en 2008 cette fois. C'est un tournant absolument considérable. Alors, c'est en 2008 une année clé parce que d'abord pour la première fois l'armée russe sort à propos de la Géorgie, n'est-ce pas, de son territoire. Avant c'était l'histoire intérieure, là ça dépasse ça pour la première fois. L'armée russe démontre d'ailleurs qu'elle s'est déjà un peu réformée, elle est plus efficace qu'avant. Et d'autre part, effectivement, l'Ukraine et la Géorgie, dans l'OTAN à ce moment-là, la Géorgie en guerre, et l'Ukraine, une situation très problématique. À partir de là, à mon avis, Poutine avait déjà prévenu que les choses allaient mal tourner lors de son discours de Munich, début 2007. Très important. 2008, là, disons que le processus est enclenché. On aurait encore pu l'arrêter, mais il est enclenché, voilà. L'horloge tourne.
L'une des erreurs de l'ère Clinton aura été avec le recul, la remise en cause du principe de souveraineté par l'invocation d'un droit d'ingérence. Alors ça, c'est particulièrement net dans différents secteurs, mais tout particulièrement dans le cas de l'ex-Yougoslavie. Les Américains ayant repris ça, et comme les autres pays occidentaux d'ailleurs, plus tard dans le cas de la Libye, entre-temps dans le cas de l'Afghanistan, etc. Enfin, les deux épisodes les plus importants du point de vue russe, ça a été l'affaire de l'ex-Yougoslavie et l'affaire de la Libye. L'ex-Yougoslavie, parce que les Russes étaient historiquement très engagés moralement dans les Balkans, et ils se sont dit, il n'y a plus aucune limite. Si c'est ça, sans mandat de l'ONU, sans mandat de l'ONU, plus aucune. Et dans le cas de Libye, c'est encore plus net. La première opération visant à protéger les adversaires de Kadhafi qui allaient être massacrés par une intervention occidentale, mandat de l'ONU. Accepté, voté par la Chine et accepté par la Russie. Puis quand on est passé de là à régime change, c'est-à-dire faire tomber Kadhafi et changer le régime... Sur le modèle de ce qui avait été fait en Irak à partir de 2003. C'est le même modèle, hein, exactement. Et là, les Russes et les Américains et les Chinois ont été tout à fait contre. Je rappelle que l'Allemagne elle-même, l'Allemagne de Mme Merkel, quand même pas un monstre, Mme Merkel, était également très opposée à cette action. Elle a fait savoir et elle n'a pas participé, ni voté pour, ni rien. Et pas participé militairement, à la différence d'autres pays de l'OTAN. Voilà. Donc, je pense, ça, c'est la 2011, c'est vraiment... c'est un point de bascule. Un des points de bascule. Ensuite, il y aura les affaires syriennes. 2013-2015, montrant Poutine pense en tirer la conclusion, pouvoir en tirer la conclusion que les Occidentaux sont totalement nuls et ne réagiront pas. Je pense que dans le processus, parce qu'en même temps il réfléchit aux réactions possibles de l'adversaire, il a dû être assez surpris, étant donné la vision qui s'était faite progressivement de l'Occident, de ces réactions. Dans un premier temps, après l'occupation de la Crimée, où déjà, peut-être pas apparent pour le public, mais les services secrets américains et britanniques, au moins à partir de 2014-2015, fonctionnent à plein. Il y a 12 bases de la CIA en Ukraine. L'armée britannique forme les sous-officiers ukrainiens. Les officiers ukrainiens reçoivent une formation complémentaire en Allemagne. Par des officiers dont je me trouve connaître certains. Donc ça je le sais, si vous voulez. Bon. Et là, évidemment, les Russes devaient se rendre compte. Ils n'avaient sans doute pas imaginé, après les expériences en particulier en Syrie, cette capacité occidentale de réaction. C'est erreur de jugement du côté russe, cette fois-ci. Merci beaucoup, Georges-Henri Soudoux, d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle le titre de votre dernier livre, dont je conseille vivement la lecture à nos lecteurs, La Grande Rupture, 1989-2024. C'est publié aux éditions Talendier. À très bientôt. À très bientôt. Merci encore pour votre Merci à vous. excellente interview. Voilà.